PSF 211, méthode de recherche en psychologie. Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre de cette capsule-ci, pourquoi ça ne fonctionne pas, nous allons nous concentrer plus sur les affirmations d'association ou de relation ou de corrélation. Okay? Tout ça voulant dire la même chose. Bref, sur des études corrélationnelles. Okay? Donc, une affirmation d'association, vous savez déjà, décrit la relation entre deux ou plus variables mesurées. Et lorsqu'il y a deux variables, on parle d'une corrélation ou d'une association ou d'une relation bivariée. Bivariée voulant dire deux variables. Vous pouvez avoir des études qui observent la relation entre beaucoup plus que deux variables. Maintenant, qu'est-ce que vous savez déjà à propos de ça? Bien, vous savez qu'une corrélation peut être positive, qu'elle peut être négative ou qu'elle peut être non existante, soit nulle. Et vous savez aussi que pour examiner cette corrélation, ce que vous faites, c'est que vous mesurez deux variables chez un même groupe d'individus. Et là, vous regardez si les deux variables sont reliées les unes à l'autre. Alors, quels sont certains exemples de recherche corrélationnelle? Ben, je vais, dans le cadre de ce PowerPoint, utiliser trois exemples sur lesquels je vais constamment revenir, qui sont des vrais exemples. Okay. Le premier exemple, c'est l'exemple de Mel et ses collaborateurs, en 2010, qui a publié une étude réelle sur le bien-être et la profondeur de la conversation, où Mel et Al s'intéressaient à la corrélation entre comment profond la conversation des gens est typiquement et leur niveau de bien-être. La deuxième, Sanbon Matsu et collaborateurs en 2013, qui eux se sont intéressés à la fréquence de comportements multitâches et les habiletés multitâches. Donc on a deux variables ici. Les comportements multitâches, c'est le fait de, par exemple, être sur l'Internet, faire une recherche sur Internet en même temps que vous écoutez de la musique, en même temps que vous êtes sur Facebook, par exemple. Donc multitâches. Et les habiletés multitâches qui peuvent se mesurer, c'est comment bon vous êtes à gérer de l'information qui vient de différents endroits, par exemple Facebook, sur votre écran d'ordi, la radio qui joue en même temps, par exemple. T'sais. Et donc, ce que Sanbon Matsu et collaborateurs voulaient savoir, c'est quelle est la relation entre comment bon on est dans le multitâche et la fréquence à laquelle on s'adonne à des comportements multitâches. Et la troisième, c'est Cacioppo et collaborateurs, 2013, qui s'intéressaient aux rencontres en ligne et aux satisfactions de couple. Donc, lui voulait voir s'il y avait une relation entre, un, la satisfaction du couple et deux, le fait de s'être rencontré en ligne ou non. Donc, si je reviens à l'exemple de Mel et ses collaborateurs, juste pour vous expliquer un peu plus comment cette étude-là fonctionnait. Donc, on avait deux variables, évidemment. La première variable, le bien-être, était une mesure auto-rapportée. Je ne suis pas exactement certain quelle mesure ils utilisaient, mais c'était une mesure auto-rapportée. Vous devriez savoir ce que ça veut dire à ce niveau-là, de bien-être. Et la deuxième variable, c'était la profondeur de la conversation. Et ça, c'était une mesure observationnelle. Ce qu'il faisait, en fait, c'est qu'il donnait aux participants un genre de petite, je ne sais pas comment décrire ça, là, mais un petit enregistreur de son que la personne portait comme collier, un peu. Elle portait à son cou. Et ce petit enregistreur de son-là enregistrait pendant 4 jours des petits clips de 30 secondes à chaque 12 minutes et demie. Donc, à chaque 12 minutes et demie, il se mettait à on, il enregistrait 30 secondes, puis ensuite s'arrêtait. Puis, à chaque 12 minutes et demie plus tard, il recommençait. Et ainsi de suite. Des petits clips de 30 secondes pendant 4 jours. Ensuite, ces petits clips-là étaient écoutés par des observateurs. Ce n'est pas visuel ici, c'est évidemment écouté. Mais les observateurs écoutaient ces clips-là et devaient les juger la profondeur de la conversation en utilisant probablement toute une grille complexe, comme je vous avais montré dans un PowerPoint passé. Okay? Et attribuait, si on veut, un genre de score de profondeur d'observation.
Et ce que l'étude a conclu, c'est qu'il y avait une corrélation positive entre les deux variables. Donc, plus les personnes rapportaient du bien-être, plus elles avaient des conversations profondes. Plus les conversations qu'on avait entendues, du moins dans les clips, étaient profondes. Et l'inverse est aussi vrai. Euh, Plus les personnes étaient faibles, se disaient faibles en bien-être, plus les juges jugeaient les conversations comme étant peu profondes. Évidemment, souvenez-vous, les juges ne savaient pas quel était le résultat à la variable bien-être. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'ils ont fait fitter, si on veut, les résultats de la profondeur de la conversation en sachant que la personne est une personne qui se dit d'avoir beaucoup de bien-être ou pas beaucoup de bien-être. Ils étaient aveugles à tout ça, les juges. Okay? Ça aussi, vous devriez savoir ce que ça veut dire. Maintenant, pour Sanbon Matsu et ses collaborateurs, il y avait aussi deux variables, fréquence de comportement multitâche et habilité multitâche. La fréquence de comportement multitâche était une mesure auto-rapportée. Il y a un questionnaire qui permet où les gens rapportent combien de fois par jour ils s'adonnent à des comportements multitâches. Et ce questionnaire-là qu'ils ont utilisé s'intéresse à 12 types de médias. Donc, si vous considérez, par exemple, la radio comme étant un média, l'Internet comme étant un média, la télé comme étant un média, et ainsi de suite. Donc, s'intéresse à tous les comportements multitâches que les gens rapportent faire. Okay, d'un côté. Donc, l'idée, c'est plus fort votre score est général sur cette mesure-là, plus vous vous adonnez souvent à du multitâche. Okay? Puis encore une fois, pour vous donner un exemple du multitâche, je suis présentement devant mon ordinateur en train d'enregistrer ceci. Si en même temps j'avais mon cellulaire à côté puis je checkais mes updates Facebook, ben je serais en train de faire du multitâche. Okay? Et si en plus j'écoutais les nouvelles à la télé, par exemple, en même temps que je faisais ça avec le son à off, ben, je ferais du multitâche aussi. T'sais. Bon. Et la deuxième variable, habilité de multitâche, MT ici voulant dire multitâche évidemment, c'était le test Operation Span. Le Operation Span test. Alors ce test-là, je ne l'ai jamais fait, mais il doit être assez compliqué. C'est un test dans lequel on vous présente des lettres à un écran d'ordinateur. Vous devez lire les lettres, je pense à voix haute, je crois, mais je ne suis pas certain. Et en même temps que vous lisez les lettres, on vous demande aussi, on vous montre aussi des équations que vous devez résoudre mentalement. OK? Et à la fin de tout ça, on vous demande de vous rappeler des lettres et de vous rappeler aussi les résultats des équations. Donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de surcharger votre système. D'un côté, votre système lit des lettres, puis de l'autre côté, on vous demande aussi de faire des équations. OK? Et à la fin, on vous demande de vous rappeler de tout ça. Et l'idée, c'est que le meilleur votre score de rappel à la fin, le meilleur vous avez des habilités de passer de lire des lettres à résoudre des équations, à lire des lettres à résoudre des équations. OK? C'est le Operation Span Test. Et ce que les participants, ce que les auteurs de cette étude-là ont trouvé, c'est que les gens qui rapportaient faire le plus de comportements multitâches étaient ceux qui avaient des scores, avaient des scores plus faibles que les de multitâches, que les gens qui rapportaient faire peu de multitâches. Donc, il y avait, dans ce cas-ci, une corrélation négative entre les deux. Plus tu rapportes faire du multitâche, moins bon tu es dans le multitâche. Meilleur tu es dans le multitâche, moins tu rapportes faire du multitâche. La troisième, Cacioppo et ses collaborateurs. Okay, il y avait aussi deux variables, évidemment, rencontre en ligne et satisfaction de couple. Donc, la première variable, rencontre en ligne, le lieu de rencontre, c'était un sondage okay, qui demandait aux gens, dans le fond, comment vous êtes-vous rencontrés, puis il y avait différentes options. Plusieurs options étaient des options en ligne, puis d'autres étaient des options, je ne sais pas comment dire l'inverse, mais dans la vraie vie, pour ainsi dire. Et la deuxième variable, satisfaction de couple, c'était le Couple Satisfaction Index, le CSI. Ça fait sérieux, là. CSI, Couple Satisfaction Index, c'est une toute petite mesure qui mesure la satisfaction du couple en 4 items. Vous devriez à ce point-ci savoir que par item, je veux dire des questions. Chaque item utilise une échelle de mesure en 7 points. Okay? Et plus haut le score, plus la satisfaction de couple est grande. Alright.
Et je pense que ce qu'ils font, c'est qu'ils donnent évidemment le CSI aux deux personnes dans le couple, puis là, ils mettent les scores ensemble, quelque chose comme ça, ou peut-être qu'ils les multiplient en tout cas, pour donner une idée de couple, okay? La satisfaction du couple lui-même. Et ce que l'étude a trouvé, c'est que il y avait une corrélation entre les deux, dans le sens où les gens qui s'étaient dit se rencontrer en ligne avaient un couple plus satisfaisant généralement que les gens qui avaient rapporté ne pas s'être rencontrés en ligne. OK? Et là, vous pourriez tout de suite dire, attends, il y a un problème avec cette étude-là comparée aux deux autres, là. Parce que vous pourrez dire, le bien-être puis la profondeur de la conversation, il y a différents niveaux. La fréquence de comportement puis les habiletés multitâches, il y a différents niveaux. La satisfaction de couple, il y a différents niveaux. Mais rencontres en ligne, il n'y a pas de différents niveaux, il y a juste deux niveaux. Oui ou non. Soit tu t'es rencontré en ligne ou non. OK. Si vous avez pensé à ça, c'est un bon point. Ça demeure quand même de la corrélation, mais on va en reparler de ça. Parce que ça aurait pu être traité d'une manière différente que des analyses de corrélation. Bon, on va reparler de ça. Et justement, tiens, on peut en reparler tout de suite. Dans le sens où les deux premières études de Mel et ses collaborateurs et Sanbonmatsu et ses collaborateurs, okay, ces deux premières études-là, elles portent sur la relation entre deux variables quantitatives. Okay? La profondeur de conversation, le bien-être, ça peut être quantifié. Okay? La fréquence des comportements multitâches et les habiletés multitâches, ça peut être quantifié. Alors que la troisième, le lieu où a eu lieu la rencontre, online ou pas online, ça ne peut pas être quantifié techniquement. C'est plus catégorique ou qualitatif. Mais concentrons-nous sur Mel et ses collaborateurs et Sanbonmatsu et ses collaborateurs, où il y a une relation entre deux variables quantitatives. Dans le premier cas, une corrélation positive, dans le cas de Mel et ses collaborateurs, et une corrélation négative, dans le cas de Sanbonmatsu et ses collaborateurs. Okay? Donc, lorsque nos études portent sur la relation entre deux variables quantitatives, on peut visualiser typiquement cette corrélation sous forme d'un nuage de points. Okay? Et on peut calculer cette corrélation-là à l'aide d'une statistique qui s'appelle la statistique R. Le nuage de points, vous le voyez ici, okay, c'est un nuage de points typique où j'ai la première variable sur l'axe des X et la deuxième variable sur l'axe des Y. Okay. Laquelle va sur X, laquelle va sur Y, honnêtement, ça ne fait pas de différence. Ça dépend de comment vous voulez le mettre. Okay? Chaque point ici représente une donnée. Comme par exemple, prenons l'exemple de Mel et ses collaborateurs qui avaient démontré une corrélation positive entre le score de bien-être et la profondeur de conversation. Alors, chaque point, imaginons que le score de bien-être était ici sur l'axe des X et la profondeur de conversation ici sur l'axe des Y. Donc, chaque point est une personne qui a été mesurée dans cette étude-là. Okay? Donc, cette personne-ci, par exemple, okay, elle a un score de bien-être, je ne sais pas moi, disons de 4 et un score de profondeur de conversation qui est ici. Là, ça met 0.0, 2.5. Imaginons que ça commençait à 0, 1, 2, 3. Okay? Imaginons que ça c'était 1, 2 et 3. Okay? Donc, cette personne-là, elle aura un score de, disons, 4 sur l'axe des X peut-être, puis presque 1 sur l'axe des Y, donc sur la conversation, profondeur de conversation. Ici, on a une personne qui est très haute sur la conversation et pas mal haute aussi sur le bien-être. OK? Donc, chaque personne est un point. OK? Et ce nuage de points-là, ce qu'on appelle un nuage de points, nous permet de visualiser la corrélation. Dans le sens où si elle est positive, et ici on a une corrélation qui est assez positive, on voit que la corrélation, on voit que le nuage de points suit cette
C'est une genre de diagonale qui part d'en bas vers la gauche et qui va vers la droite vers le haut. OK? Ça, c'est une corrélation qui est positive. Si la corrélation était négative, on verrait l'inverse, qu'on va voir plus tard, ça irait comme ça, dans cette direction-là. OK? Bon, alors, et cette fameuse statistique R, là, elle peut aller de -1 à +1. OK? Alors, de -1, c'est une corrélation. Alors, pour vous laisser savoir, si c'est 1, que ce soit +1 ou -1, peu importe, si c'est 1, là, c'est une corrélation parfaite. OK? Parfaite, parfaite, parfaite. Alors, un exemple d'une corrélation parfaite, ça serait par exemple votre grandeur en centimètres, serait la première variable, puis votre grandeur en millimètres, par exemple. Si je vous mesure en millimètres, puis comme première variable, puis si je vous mesure en centimètres comme deuxième variable, ben, il y a une relation parfaite entre les deux. Ça va donner une ligne, tous les points là, vont s'agencer sur une ligne droite, complètement droite. Okay? Si je vous mesure comme première variable, je vous mesure en kilogrammes, et comme deuxième, je vous mesure en livres, il va aussi avoir une corrélation absolument parfaite. Donc, qui va être, dans les deux cas que j'ai dit, +1, dans le fond. OK? Positive. Parce que à chaque unité que vous augmentez en kilogrammes, vous augmentez une unité en livres aussi. Donc, ça, c'est une corrélation parfaite. Corrélation négative parfaite, je n'ai pas d'exemple comme ça, là, mais vous pouvez... j'ai pas d'exemple qui me vient en tête, là, mais c'est la même chose. C'est quand... C'est quand tous les points s'agencent sur une ligne absolument droite. Alors qu'ici, vous voyez, c'est pas une droite, c'est comme plus un nuage. Où est ma flèche? Ici, c'est plus comme un nuage de points un peu. Okay, mais si toutes les lignes étaient sur une droite, qui partait d'ici, puis qui allait descendait complètement d'une forme droite parfaite, ça serait -1. Okay? Et cette statistique R-là, qu'on appelle l'indice R de Pearson, je crois, vous l'avez, la formule ici. Maintenant, ne vous en faites pas, vous n'avez pas du tout à vous souvenir de ça, jusqu'à temps que vous prendrez PSF 213, statistique qui sera fort probablement avec moi. À ce moment-là, on fera ça. Okay? Mais on calcule cette statistique-là, R-là, en prenant en compte chacun des points X et Y. Donc, chaque variable, mesurer la première variable, mesurer la deuxième variable. Et on fait parfois le carré de ces variables-là. Et on fait aussi des moyennes où on divise l'ensemble d'une variable divisée par le nombre de personnes et tout ça. Et on arrive à cette statistique R-là. Okay. Voici le nuage de points pour Mel et ses collaborateurs en 2010. L'étude qui portait sur le bien-être et le pourcentage de conversation profonde. Okay. Donc ici, vous avez le score de bien-être et ici, vous avez le pourcentage de conversation profonde. Un truc à propos du score de bien-être. Vous allez voir, il va de -2 à ici, ben, il devrait aller jusqu'à 2, là, mais de -2 à 1,5. Okay? Vous pourriez vous dire, un score de bien-être de -2, ça veut dire quoi? Pourquoi ça ne veut juste pas commencer? Pourquoi c'est pas aller de 0 à 5, par exemple? Bien, ce score-là de bien-être ici, il a été standardisé. Ce qui veut dire en gros que 0 ici, là, c'est la moyenne. C'est la moyenne du bien-être dans l'échantillon. Donc si vous êtes... où est ma flèche? Si vous êtes ici, par exemple, à -1, ça veut dire que vous êtes en dessous de la moyenne. Ça ne veut pas dire que vous avez un score de bien-être sur la fameuse échelle de bien-être, que vous avez eu un score négatif. Ça veut juste dire que vous avez eu un score qui est en dessous de la moyenne de votre groupe. Okay? Donc, laissez-vous pas avoir par le négatif. Ici, ça veut dire beaucoup, 2 unités en dessous de la moyenne. Puis en stats, vous allez apprendre qu'est-ce qu'on veut dire par ces unités-là. On veut parler d'écart type. Okay? 2 unités... Voyons, où est ma flèche? 2 unités en dessous de la moyenne, 1 unité et demie en dessous de la moyenne, 1 unité en dessous de la moyenne, une demi-unité en dessous de la moyenne, en plein sur la moyenne, une demi-unité au-dessus de la moyenne, 1 unité au-dessus de la moyenne, 1 unité et demie au-dessus de la moyenne, etc. Okay? Puis ici, vous avez le pourcentage de conversation profonde. Et ce point-là, par exemple, comme vous le savez déjà, il représente une personne qui a un score très élevé. Voilà.
Ce point-ci représente du score qui a une personne très élevée sur l'échelle de bien-être, parce elle est à une unité au-dessus de la moyenne, donc c'est quand même fort. Et un score très élevé, un pourcentage très élevé de conversation profonde, parce qu'on est comme à 85% là, de conversation profonde, ou quelque chose comme ça. Okay? Puis ici, ça représente l'inverse. Quelqu'un qui est très très faible en bien-être, définitivement en dessous de la moyenne, et qu'on n'a trouvé aucune preuve de conversation profonde dans les clips qu'on a enregistrés. Okay? Donc ça, c'est le nuage de points pour Mel et ses collaborateurs. Okay? Et ce que vous voyez ici, c'est que lorsqu'on fait cette analyse de corrélation, il y a toute une analyse statistique dans laquelle on ne va pas rentrer, mais on fait passer, l'ordinateur, lorsqu'on fait ces analyses-là, fait passer une droite à travers chacun des points qui démontre la corrélation, est-ce qu'elle est positive ou négative, et la force. Donc ici, vous voyez une corrélation qui monte à partir de la gauche vers la droite. Okay? Elle augmente, dans le sens où elle n'est pas plate, là, elle est un peu en diagonale, en partant de la gauche, en allant vers la droite. Donc on sait automatiquement de ça que ça va être une relation positive. C'était l'inverse, si ça descendait de la gauche vers la droite, ça serait négatif. Ce qu'on voit aussi, c'est que cette corrélation-là est vraiment pas prononcée. C'est pas une pente qui est comme quelque chose comme ça. C'est presque une ligne droite, en fait. Hein? C'est presque une ligne droite. Si c'était une ligne droite, en passant, le R serait de 0. On dirait qu'il n'y a aucune corrélation. Ici, c'est pas une ligne droite. Ça monte. Ça monte pas super fort, mais ça monte quand même. Et donc, associé à ça, l'ordinateur, l'analyse statistique, trouve une corrélation R, souvenez-vous, qui peut aller de moins 1 à complètement corrélation parfaite négative à plus 1, corrélation parfaite positive. Elle trouve une corrélation R de, le plus ici est présupposé, plus 0,28. Donc 0,28 sur un possible maximum de 1. Okay? Donc c'est pas fort sur l'échelle allant de 0 à plus 1, parce que c'est positif ici, mais c'est quand même quelque chose. Okay? Ce qui est intéressant toutefois, c'est que vous pourriez vous dire, 0,28 c'est pas fort, hein? Quand une corrélation parfaite c'est 1, il me semble que ça devrait être à partir de, je sais pas moi, 0,5 ou 0,6 qu'on commence à s'intéresser à ça. Ben, on pourrait penser ça, mais en psychologie, là, c'est extrêmement rare de trouver des choses qui sont fortement corrélées. Oui, si vous prenez, je sais pas moi, si vous prenez des enfants puis entre 0 et 10 ans, par exemple, donc vous avez 10 niveaux, l'âge, 0 ans, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4. Puis vous prenez les habitudes, les capacités mathématiques, par exemple. Oui, ça va être une très forte corrélation, dans le sens où les 10 ans sont meilleurs que les 9 ans à faire des maths, qui sont meilleurs que les 8 ans, qui sont meilleurs que les 7 ans, qui sont meilleurs que les 6 ans, meilleurs que les 5 ans, puis, tu sais, c'est sûr. Mais en psychologie, généralement, on s'intéresse à des choses où les corrélations sont jamais si fortes que ça. Les cas sont jamais aussi clairs que ça. Et donc, c'est relativement rare d'avoir une corrélation très, très forte entre deux choses intéressantes en psychologie. Okay? L'exemple que je viens de donner, en passant, il est un peu biaisé parce que, oui, vous allez obtenir une très forte corrélation positive entre l'âge d'un enfant de 0 à 10 ans et ses capacités mathématiques, mais ça, c'est parce que vous stoppez à 10 ans. Okay? Si vous continuez dans le développement, puis là, vous regardez la différence des capacités mathématiques entre quelqu'un de, je sais pas moi, 16, 17, 18, 19, 20, 21, vous allez voir que cette relation-là, elle diminue grandement. Là. Que tu aies 16 ans ou 21 ans, ton âge n'a plus vraiment rapport à comment bon tu es en mathématiques. Okay? La corrélation s'efface. C'est juste parce que je me concentrais de 0 à 10 ans que je voyais une forte corrélation dans les habiletés mathématiques, par exemple. Et la minute où je regarde plus loin, elle s'efface. Okay? En d'autres mots, quelqu'un qui a 32 ans n'est pas moins bon en maths que quelqu'un qui en a 38. Ça fait aucun sens. Mais si je restreins vraiment à 0 à 10 ans, je vois une corrélation entre les deux, mais c'est parce que j'ai forcé l'affaire. T'sais? Donc ici, et donc ce que j'essaie de dire, c'est que c'est rare que vous allez avoir des cas de très forte corrélation en psychologie,
Et donc, il y a une certaine... Et donc, on peut se demander, ben, point 28, c'est quoi? C'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Ben, premièrement, c'est ni bon ni pas bon en termes de jugement de valeur. La question, c'est quelle est la force? Est-ce que c'est une relation forte? On sait qu'elle est positive, mais est-ce qu'elle est forte? Et on pourrait se demander la même chose si elle était négative. On sait qu'elle est négative, mais est-ce qu'elle est forte? Et il y a certains critères qui nous sont donnés par Cohen en 92. Et Cohen propose les choses suivantes. Si votre relation va de moins 10 à plus 10, elle est faible. Si votre relation va de moins 30, moins 0.30, pardon, à plus 0.30, on dit qu'elle est modérée. Et si elle est moins 0.5 à plus 0.5, elle commence à être forte. Donc, tout ça pour vous dire qu'en psychologie, si vous trouvez une corrélation entre deux choses, qui est une corrélation de 0.5, on considère ça vraiment fort. Puis, évidemment, à partir de là, plus 0.6, 0.7, 0.8, c'est vraiment très fort. Mais des 0.5, là, c'est déjà très, très fort. C'est rare de trouver des choses qui sont si corrélées que ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? 0.28, on pourrait dire qu'on a une corrélation, que Mel et ses collaborateurs ont trouvé une corrélation modérée, et assez modérée, pas faible, modérée, entre le bien-être et les pourcentages de conversation profonde. Ici, vous avez le nuage de points de Sanbonmatsu et ses collaborateurs. Souvenez-vous de Sanbonmatsu et ses collaborateurs. Deux variables. Première variable auto-rapportée qui décrit la fréquence des comportements multitâches. Deuxième variable, Operation Span Test, qui mesure les habiletés multitâches. Donc ici, vous avez une corrélation de moins 0.19. Moins 0.2 dans le fond. Okay? Je ne l'ai pas mis ici, mais ça, c'est le nuage de points de Sanbonmatsu et ses collaborateurs. Et je ne l'ai pas mis dedans, mais si on avait la ligne, elle serait peut-être un peu comme ça. Elle descendrait juste un petit peu, okay? Mais elle descendrait quand même de la gauche vers la droite, ce qui indique que c'est négatif. Et ça ne serait pas fort comme ça. Ça descendrait juste un petit peu. Okay? Et encore une fois, si c'était une corrélation nulle, ça serait juste une ligne droite. En plein au milieu, puis des points partout alentour. Okay? Ici, la corrélation, elle est quand même petite, hein? Elle est quand même faible, hein, parce que on voit que le nuage de points est vraiment un peu partout. Il y a peu de directionnalité dedans, okay? À l'œil nu comme ça. Mais quand on fait les analyses statistiques, on observe qu'il y a un R de moins 0.19. C'est une corrélation donc qui est négative. Puis on dirait entre faible et modéré, parce que faible c'était 0.10, modéré c'était 0.30, je m'en souviens bien, oui. Et donc ici on a 0.20 ou 0.19, donc c'est entre faible et modéré pour Sanbonmatsu et ses collaborateurs. Okay? Voulant dire ça que plus quelqu'un déclare faire des comportements multitâches, moins bon il est au multitâche, mais c'est pas très très fort comme corrélation. Et ce que ça veut dire, en passant, c'est pas très très fort comme corrélation, ça veut dire que plus tard, si vous essayez de prédire comment bon quelqu'un est au multitâche, en lui demandant sa fréquence de comportement multitâche, que vous allez pouvoir faire de la prédiction, mais vous avez beaucoup de chances d'erreur. Alors que ici, la corrélation est plus forte, elle est 0.28, okay? C'est pas parce qu'elle est positive en passant qu'elle est plus forte. Hein? Comprenez ça, que ce soit négatif ou positif, ça peut être plus faible ou plus fort. Ici, on est un peu plus fort, 0.28. Donc ici, votre capacité de, par exemple, prédire le bien-être de la personne en sachant son score de conversation profonde, vous pourriez le faire en faisant plein d'erreurs encore, parce que c'est pas parfait, mais vous allez faire un peu moins d'erreurs que si vous essayez de prédire ces données-ci, parce que la corrélation est plus faible. Elle est à 0.19 au lieu de moins 0.19 au lieu de plus 0.28. Okay? Et encore une fois, oubliez le moins ou le plus, ça c'est juste la direction. Là. On est à un score de 0.19 alors que tantôt on était à un score de 0.28. Ici, on a l'étude de Cacioppo et ses collaborateurs qui s'intéressaient au lieu de rencontre et à la satisfaction du couple. Okay? Mais ici, ce qu'on a, c'est que comparativement aux deux autres études qu'on vient de voir,
la relation entre les deux variables. On s'intéresse toujours à la relation entre les deux variables, mais une des variables est quantitative. La satisfaction maritale, comme les deux autres, et l'autre est qualitative, ce qui est pas la même chose que les deux autres études, parce que dans les deux autres études, les deux variables étaient quantitatives. Ici, on a une variable qualitative. Est-ce que vous êtes rencontrés en ligne ou hors ligne? Okay? C'est quand même une corrélation, mais on n'a plus un nuage de points, évidemment. Pourquoi on n'a plus un nuage de points? Bien, la satisfaction maritale, on la voit ici, sur l'échelle de 0 à 7, par exemple. Mais le type de rencontre, comme ce n'était pas une variable quantitative, elle n'a pas plein de quantités qu'on peut mettre ici. Il y a juste deux niveaux, en ligne ou hors ligne. Donc, ces nuages de points-là, évidemment, se conforment à ça. Et donc, vous avez une ligne ici qui est pour les gens en ligne, puis une ligne ici qui est pour les gens hors ligne. Et je devrais dire une droite, parce que j'utilise le mot ligne deux fois de deux manières différentes. Là. Ou une colonne ici pour les gens en ligne, puis une colonne ici pour les gens hors ligne. Donc, tu as quelqu'un ici, tu as un couple, et donc ici, chaque point, voyons-le comme chaque point représente un couple. Okay? Parce que là, ici, c'est la satisfaction maritale du couple. Et est-ce que le couple s'est rencontré en ligne ou hors ligne? Donc ici, tu as un couple qui s'est rencontré en ligne, qui a une satisfaction maritale assez faible. Et satisfaction de couple, satisfaction maritale, ici, présupposant qu'ils sont mariés, évidemment. Ici, tu as un couple qui a une satisfaction peut-être un petit peu plus que moyenne, 4 sur 7, et ils sont rencontrés en ligne. Ben non, en fait, la moyenne, en tout cas, je ne vais pas rentrer en détail. Mais donc, ils ont une satisfaction de 4 et ils sont rencontrés en ligne. Ici, tu as un couple qui sont rencontrés hors ligne et qui a une satisfaction, disons, de 6,5. Ici, tu as un couple qui sont rencontrés, prenons lui, qui sont rencontrés hors ligne et tu as satisfaction de 2. Donc, tu n'as pas le nuage de points de tantôt parce que la variable sur l'axe des x n'est pas quantitative. Elle n'a pas différents niveaux. Elle a juste deux niveaux, en ligne et hors ligne. OK? Très souvent, ce que les chercheurs vont faire, c'est que quand ils vont montrer les résultats ici, ils ne vont pas mettre chacun des points, mais ils vont plutôt mettre la moyenne. Donc, on va calculer la moyenne en ligne. OK? La moyenne en ligne. Donc, on va prendre ce score-là, plus ce score-là, plus ce score-là, plus ce score-là, et ainsi de suite. Puis, on va faire la moyenne. Puis, on va faire la même chose ici. Puis, on va mettre ça sous forme de graphique comme ça, comme histogramme. Donc, ici, la moyenne est à peu près de 5,5 pour en ligne. Puis un petit peu plus basse pour hors ligne. Okay? Ce qui suggère donc que les gens en ligne étaient un peu plus satisfaits de leur couple que les gens hors ligne, et ce qui suggère qu'il y a comme une corrélation entre le fait d'être en ligne ou hors ligne. Est-ce qu'elle est positive ou négative? Bien là, ça ne fait plus vraiment de sens parce qu'il n'y a pas... c'est pas différents niveaux. On n'augmente pas dans le en ligne ou dans le hors ligne, par exemple. C'est pas comme si en ligne 1, 2, 3, 4, 5... Donc, le type positif ou négatif fait plus de sens ici. Mais on sait qu'il y a une relation quand même entre en ligne et hors ligne parce que les résultats de satisfaction maritale sont différents que vous soyez rencontrés en ligne ou hors ligne. Okay? Donc, comme je disais ici, le nuage de points prend une forme différente et on peut changer tout ça en mettant un histogramme qui a deux colonnes et les colonnes montent jusqu'à la moyenne. Donc, ici, la moyenne de la satisfaction maritale pour les gens en ligne, puis ici la moyenne un peu plus basse, pas énorme, hein, avouez-le, là, c'est pas énorme comme différence là, entre les gens en ligne et hors ligne. Donc, quand on calcule tout ça, Cacioppo et collaborateurs obtiennent une corrélation de moins 0,06. Maintenant, le moins ici, ça fait simplement référence au fait qu'ils ont mis le en ligne avant le hors ligne. Et dans le sens où ça descend comme ça, dans cette direction-là. S'ils avaient mis le hors ligne avant le en ligne, ça aurait été une corrélation positive. Parce que le petit bleu ici serait là, puis le grand, peu importe ce que c'est cette couleur-là, serait ici. Et donc ici, ça va dans cette direction-là. Si on avait mis le hors ligne là, puis le en ligne là, ça irait dans l'autre direction, c'est tout. Okay? Donc le moins ici est vraiment à comprendre à ce niveau-là. Mais donc c'est très petit, 0,06. Donc, il s'agit d'une corrélation négative dans ce cas-ci, à cause de la manière dont ça a été placé dans le graphique, et très faible. Très, 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 très faible. Plus basse que le critère pour une corrélation très faible, qui était 0,10. Pour une corrélation faible, qui était 0,10.
OK? Maintenant, ça a été calculé ça avec un R. Dans le cours de statistique PSF 213, que vous avez des bonnes chances de suivre avec moi, on va voir ensemble que lorsque une des variables est qu'on s'intéresse à la corrélation entre deux choses, et qu'une des variables est quantitative comme ça, et que l'autre est nominale, qualitative, là, et dichotomique, ça veut dire qu'elle a juste deux possibilités, en ligne et hors ligne, okay, qu'elle a deux niveaux. On n'est pas obligé de calculer le R, on peut calculer à la place un truc qui s'appelle un test T. Et le test T va regarder si la moyenne ici est vraiment plus grande que la moyenne là, puis si cette différence-là est vraiment assez importante pour dire qu'il y a vraiment une différence entre les deux ou non. Okay? Je laisse ça là pour l'instant parce que c'est pas nécessaire d'aller plus loin, ça c'est des trucs de statistiques. Okay? En fait, je vais rajouter un autre truc. Imaginons qu'on avait trois conditions. En ligne, hors ligne et... je sais pas, imaginons une troisième possibilité. Donc, en ligne, hors ligne et via le téléphone. Enfin, je sais pas, c'est con, là, mais si vous aviez trois possibilités, trois groupes, trois niveaux à votre variable nominale quantitative, elle serait plus dichotomique parce qu'il n'y aurait plus deux groupes, mais il y en aurait trois. En ligne, hors ligne et téléphone. Où est ma flèche? Merci. En ligne, hors ligne, téléphone. Là, en stats, on va apprendre qu'on pourrait utiliser une autre analyse qui est, vous avez déjà peut-être entendu ça, l'analyse de variance. Donc, on ne calcule pas un indice R ni un indice T, on calcule un indice F avec une ANOVA, ANOVA, ça veut dire Analysis of Variance. Et là, cette analyse-là va nous dire s'il y a une différence, s'il y a vraiment un groupe, un des trois groupes qui est plus grand que l'autre, et ainsi de suite. Tout ça, c'est bien en avance, toutefois, de ce qui vous attend pour le restant de ce cours-ci. On verra ça en stats. Et dans le cadre de l'analyse de variance, on va voir ça assez vers la fin du cours de stats. Donc, c'est assez avancé. On obtient ici, Ketchup et Al obtiennent quand même une corrélation de 0.06 qui est vraiment très petite. Donc, est-ce que ça fait vraiment une différence de s'être rencontré en ligne et hors ligne? Ouais, ben, en ligne, vous avez peut-être un peu plus de chances d'être heureux, mais je veux dire, vraiment, est-ce que c'est vraiment une grosse différence? Pas tant que ça, hein, 0.06. Maintenant, dans le cadre d'une affirmation de relation, on s'intéresse spécifiquement à deux formes de validité. Je veux dire, comme je vous disais dans un autre PowerPoint, toutes les formes de validité sont tout le temps importantes. Mais vous ne pouvez pas faire une étude où elles sont toutes bonnes. Et donc, certaines études, il y a certaines formes de validité qui sont plus importantes, sur lesquelles vous devriez mettre plus le paquet. Et ici, c'est définitivement la validité de construit. Est-ce que vos mesures sont bien... est-ce que vous mesurez vraiment les choses que vous êtes censé mesurer? Et définitivement aussi la validité statistique. Est-ce que les résultats que vous obtenez représentent bien la réalité? Est-ce que les statistiques que vous avez utilisées sont bonnes? Est-ce que les résultats représentent bien la réalité? Okay? La validité externe est aussi importante, évidemment. Souvenez-vous, la validité externe, est-ce que votre échantillon représente vraiment la population d'intérêt à laquelle vous essayez de généraliser? Mais c'est, selon moi, vous pouvez avoir une très bonne validité externe, mais si votre validité de construit et votre validité statistique est pourrie, votre étude est vraiment très pourrie. Okay? Vous n'avez pas du tout à vous pencher sur la validité interne dans une affirmation de relation. La validité interne, on va l'apprendre plus tard, est pertinente uniquement pour les affirmations de causalité. Donc vraiment, les trois qui vous intéressent pour une affirmation de relation ou de corrélation sont construit, statistique et externe. Et de ces trois-là, construit et statistique sont probablement plus importantes que externe. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas... Vous essayez de voir s'il y a un lien entre deux variables. Vous n'êtes pas en train d'essayer de voir quelle est la distribution de quelque chose dans la population, comme une affirmation de fréquence. Vous aimeriez bien que votre étude puisse se généraliser à toute la population d'intérêt, mais vous vous dites que
Vous n'êtes pas obligé de viser toute la population d'intérêt dans votre étude parce que vous pouvez faire votre étude sur un certain groupe, puis quelqu'un peut refaire votre étude sur un autre groupe, puis quelqu'un d'autre peut refaire votre étude sur un autre groupe, puis voir est-ce que les résultats qui sont ressortis de votre étude, est-ce qu'ils se généralisent à à tous les êtres humains, par exemple, ou à tous les Canadiens. Donc, c'est quelque chose qui peut être fait pas à pas, en reproduisant des études plusieurs fois avec différentes personnes. On n'est pas obligé de faire ça en une étude. Alors qu'une affirmation de fréquence, le but, c'est d'essayer de dire quelque chose vraiment sur un grand groupe de personnes. Okay? Ici, le but, c'est plutôt de voir si dans un groupe de personnes, l'échantillon qu'on a trouvé, est-ce qu'il y a un lien entre deux variables, oui ou non. Et ensuite, on peut refaire ces études-là plein de fois avec plein de différents groupes pour voir si ces résultats-là semblent se généraliser sur pas mal tout le monde, tous les groupes chez qui on l'essaye. Okay? Donc, on va commencer à parler de la validité statistique, mais en fait, je vais vous laisser ici, je vais garder ça pour le prochain PowerPoint. Ciao!